Radio Horizon, la voix du Ziop. Certaines jeunes décident de garder l'enfant, d'autres par contre font couler la grossesse. Et quand parle-t-on des grossesses précoces, quelles en sont les causes? Les conséquences si nous savons qu'être mère n'est pas chose si aisée? Les grossesses précoces, nous allons en parler tout au long de cette émission avec Mélissa Loutra, Mariam Traoré, Shelda Dorville et Lévi Bambou. Toutes les quatre sont étudiantes en 3e année d'infirmerie à l'Institut de formation en soins infirmiers à la Fondation Léonie Chaptal à Paris, en France, actuellement en stage à la Polyclinique de Thiviers. Cette émission est présentée par Victor Tobé, Gaëtan Amouzou assure la réalisation. Merci d'être avec nous dans ce studio. Soyez les bienvenus. Vous avez passé toute une semaine à la Polyclinique à travailler. Comment ça a été? Ça s'est bien passé pour tout le monde, je pense. Très bien passé. Ok. Nous parlons aujourd'hui, ou nous allons parler des grossesses précoces. Quand parle-t-on de grossesse précoce, Shelda? Eh bien, en règle générale, on parle de grossesse précoce quand la mère, la maman porteuse est âgée de moins de 18 ans et moins de 20 ans pour certains pays. Et on parle généralement de cette situation, mais quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui peut causer ou qui peut entraîner les grossesses précoces, Lévi? Les causes des grossesses précoces, c'est avant tout un manque de moyens, mais c'est aussi un manque de connaissances et concernant au regard de tout ce qui est les modes de contraception. Donc, concernant les modes de contraception, quand on n'a pas une très bonne connaissance des préventions possibles, c'est vrai que ça rend, c'est ce qui peut causer les grossesses précoces. Et est-ce qu'on peut aussi parler de choix ou d'accident? Ça peut être les deux. Une grossesse précoce peut être un choix, mais en général et bien souvent un accident. Oui, bien sûr. Donc, parce que vous avez, sans te couper les vies, vous avez des jeunes qui sont âgés de moins de 18 ans, comme on a dit, qui décident par elles-mêmes ou par eux-mêmes de créer leur propre famille, et c'est pas un accident dans ce cas-ci. Ok. Vous comprenez? Oui, nous comprenons. Auditeurs de Radio Horizon, je vous rappelle que nous parlons ce soir des grossesses précoces. Vous avez la possibilité de pouvoir nous appeler sur le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Vous avez la possibilité de poser des questions en EV, elles vous seront transcrites. Alors, nous revenons en studio pour parler des grossesses avec nos invités. Une fois que la grossesse surgit, volontairement ou par accident, que doit faire la jeune maman, son partenaire et sa famille, Mariam? Dès le début de la
sa famille doivent se présenter aux consultations prénatales afin d'être suivis pour éviter toute complication ou même pour être conseillés pour tout ce qui est hygiène, régime hygiéno-diététique, etc. Et afin que la grossesse se passe au mieux, pour éviter tout risque. Et comment se passe cette consultation? Combien de consultations cette femme doit pouvoir se soumettre? Donc, il y en a 3 en principe. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre de la grossesse. Qui sont très importantes à préciser. Et est-ce que la jeune fille qui tombe enceinte doit simplement se rendre à un centre de santé, ou bien il y a possibilité que vous, par exemple, infirmière, vous vous déplaciez pour rejoindre ces enfants? Pour ce qui se fait au Togo, je ne sais pas vraiment. Mais en France, on doit se présenter à l'hôpital ou dans un centre de PMI, pardon. Oui. Voilà. Après, effectivement, les adolescents qui se sont présentés et ou qui ont été signalés par leur entourage, il y a des infirmières qui se rendent à leur domicile, elles rentrent dans un programme et il y a un suivi particulier pour ces personnes. Mais en tout cas, elles ont fait le premier pas et se sont rendues vers les autorités sanitaires. C'est surtout ça qui est le plus important, qu'elles arrivent à faire le premier pas, justement, qu'elles aillent consulter, oui. Pour déclarer la grossesse. Pour qu'elles déclarent puissent leur être prises grossesse. en soins, quoi. Et nous savons qu'il y a de ces grossesses qui sont clandestines, qui s'opèrent à l'insu de toute la famille. Le père n'est pas au courant, la maman non plus, et les membres, les alliés de la famille qui ne sont même pas au courant. Et après quelques mois, on constate que la fille, elle est enceinte. Et alors que les consultations prénatales, elle est très importante, elle est, disons, à 6 mois déjà de grossesse. Dans ce cas, comment vous agissez en tant qu'infirmière? Lévi le prend ou Chefda? Moi, je pense qu'on part du principe qu'il n'est jamais trop tard pour se faire suivre. Et que à partir du moment qu'on est au courant qu'on est enceinte, il faut faire le premier pas, il faut faire les démarches sanitaires nécessaires. Donc aujourd'hui, oui, Lévi a quelque chose à Oui, je rebondis aussi en disant que effectivement, arriver à 6 mois de grossesse et se présenter aux 6 mois, c'est quand même risqué pour la suite, pour l'accouchement, pour l'enfant, parce qu'on n'aura pas eu depuis le début connaissance des pratiques qui auraient pu se faire, et donc ça augmente les risques, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro, déjà dans l'accouchement en lui-même, même quand il est pris dès le départ et en consultation. Donc partant de ça, on ne fait que accroître les possibilités qu'il y ait un risque pour l'enfant et la maman. Et il est toujours préférable de prévenir sa famille afin d'être soutenu et accompagné dans les démarches. Parce qu'on sait que c'est difficile, surtout quand on est jeune. Donc c'est préférable d'avoir un accompagnement et un soutien psychologique. Oui, je pense qu'on aura à revenir plus en détail dans les divers. On aura touché cette réalité du doigt. Il y a de ces jeunes adolescentes, surtout, qui ont peur de le dire à leur famille et qui le cachent. Alors, nous allons maintenant nous tourner vers Mélissa. Mélissa, vous qui écoutez ces adolescentes, vous qui avez écouté, quelles sont les conséquences de cette grossesse précoce? Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord donner quelques chiffres. Oui. Donc entre 2009 et 2012, il y a eu 5343 cas de grossesse précoce, dont 230 filles en école primaire. Oui. Et l'année scolaire 2012-2013, donc 7000 nouveaux cas. Vous parlez des chiffres de chez nous ou bien oui, les chiffres togolais. Les chiffres togolais. Oui. La réalité, elle est... Les cas qui ont été recensés, bien sûr. Oui, les cas recensés, les cas Voilà. Les Parce cas, que ça, ce sont les il y a cas eu des recensés. parents qui n'ont pas rendu officiel la grossesse de leurs enfants. Et ce sont de ces grossesses aussi qu'on a remarqué en milieu scolaire, même à l'école primaire. Primaire, oui, jusqu'à l'école primaire. Voilà. Donc, c'est des chiffres alarmants. Tout à fait. Les conséquences, Mélissa.
Donc, tout d'abord, il y a un isolement pour la jeune fille. Donc, il y a surtout l'abandon de l'école, donc l'échec scolaire. Ensuite, la précarité, forcément. Donc, pas de boulot, pas d'école, donc pas forcément de moyens pour subvenir aux besoins déjà de la femme, de la maman, de la future maman et du bébé. Et donc, qui dit pas d'argent dit forcément pas de soins de santé. Donc, voilà. Après, il y a des risques sachant que la future maman n'a pas un corps assez développé pour accueillir une grossesse. Donc après, il y a des risques pour le bébé, donc des grossesses extra-utérines. Prématurité de l'enfant, donc qui va naître avant le terme. Et prééclampsie. Donc c'est Une montée de tension. une montée de tension, voilà, Déclenche l'accouchement. qui déclenche l'accouchement. Et ça peut être très dangereux, c'est pas pris à temps. Ça peut conduire à la mort, hein. Ouais. Faut être clair, Pour la mère et pour le bébé. pour la mère et pour l'enfant. Je ne sais pas s'il y a possibilité de pouvoir nous expliquer quelques termes dont vous venez de parler. La prééclampsie, par exemple. C'est ce qu'on vient de dire en fait. Il s'agit de... En fait, c'est quand on fait une poussée de tension. C'est quand on a une hypertension artérielle qui conduit à déclencher l'accouchement à cause de cette hypertension et donc qui arrête la circulation entre la mère et l'enfant et qui peuvent conduire voilà, à la mort du fœtus, de l'enfant et aussi au décès de la mère, en l'occurrence. Voilà. Auditeurs de Radio Horizon, on vous explique, nos interlocutrices aujourd'hui vous expliquent le danger des grossesses précoces. Alors vous êtes jeune fille, vous nous écoutez, en ce moment vous avez des questions à nous poser, vous avez tout simplement à nous appeler au 23 35 41 44, au 91 24 24 65 et au 98 60 98 62. N'oubliez pas que vous pouvez aussi poser des questions en langue locale. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à part celles dont vous nous avez parlé? Il peut y avoir un repli de la maman. C'est-à-dire que... tout simplement, étant donné que la maman se sentira sans doute une certaine culpabilité, donc elle sera directement sortie de son enfance, de son adolescence. Donc quand on a 14 ans ou 13 ans et qu'on a ses copines du même âge avec qui on partage un certain nombre de choses, et bien quand ensuite on se retrouve avec une réalité de porter un enfant et on se retrouve devant le fait accompli, c'est ce genre de responsabilité, on n'a plus les mêmes échanges avec ses copines. Et donc ce qui fait que on se retrouve isolé, à ne plus avoir d'amis, on se retrouve chez soi, rejeté des amis, rejeté de la famille, etc. Parce que sans doute eux ne comprendront pas et parce que aussi on n'a plus les mêmes sujets d'intérêt, tout simplement. Alors on a parlé des conséquences pour la femme, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences qui peuvent toutefois impacter la vie du jeune garçon par exemple? Pour moi, il ne s'agit pas seulement de conséquences pour la femme ou pour l'enfant, mais de conséquences sur toute la société elle-même. C'est ça. Parce que, comme on a dit, non seulement ça crée une pauvreté chez la maman, mais qui dit pauvreté chez la maman dira une souffrance pour l'enfant et sans doute un manque d'éducation, parce que la mère elle-même n'a pas fini de grandir, n'a pas fini sa maturité, n'est pas encore son éducation, on va dire, n'est pas encore terminée. Donc, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce qu'elle aura suffisamment les armes pour donner à cet enfant-là tout ce qu'il faut pour se débrouiller dans la vie comme il le devrait. Donc, on ne va pas, pour ma part, on ne va pas porter un jugement parce que nous ne sommes pas dans le jugement. On rappelle aux auditeurs que nous ne sommes pas dans le jugement et que toutes les questions peuvent arriver sans tabou. Mais quoi qu'il en soit, on se rend bien compte que ces enfants qui font des enfants ne sont pas suffisamment mûrs et si elles se retrouvent
sans leur famille, parce qu'il faut que ce soit les parents qui soient derrière. On suppose que c'est les grands-mères et de toute façon, on sait très bien que dans nos communautés, ce sont les grands-parents qui mettent la main, qui expliquent aux mamans comment faire pour éduquer leurs enfants. Donc, mais là, encore plus, quand il s'agit d'enfants qui n'ont pas fini de grandir, forcément, elles doivent être soutenues par des personnes qui les entourent. Ok. Aujourd'hui, vous venez de parler de ces conséquences des grossesses précoces sur toute la société en général, mais comment pouvons-nous prévenir ces grossesses précoces? Dans la deuxième partie, on aura discuté en tant que femme et homme sur cette question de grossesse précoce et si vous arrivez de vivre cette situation. Mais vous, en tant qu'infirmière, dans cette première partie, vous êtes dans la peau de l'infirmière. Comment pouvons-nous prévenir ces grossesses précoces? C'est surtout de l'information, de l'éducation, éducation sexuelle. Il ne faut pas que les parents aient peur d'en parler à leurs enfants. En fait, je sais que c'est tabou, peut-être, mais plus c'est tabou, plus on cache et plus les choses se font en secret. Interdit, oui. Et au final, ça met en danger, comme on a dit, aussi bien la vie de la jeune fille que l'enfant qui est amené à naître. Donc il faut vraiment que les parents soient là pour soutenir, là pour informer, là pour en parler, là pour, je sais pas, pour mettre l'enfant, oui, lever les tabous, comme tu dis, Mariam, exactement. Plus tôt ils sont informés, mieux c'est. Oui. Et surtout la contraception aussi. Oui. Les moyens de contraception. Mais de toute façon, ça passe par l'information. Parce que, comme disaient les collègues, à partir du moment où on est dans le secret, où on cache, forcément, on va aller chercher, quand on ne sait pas, on cherche des informations. Ailleurs. Et souvent, les informations qu'on requiert dehors sont fausses. Et ça fait de la désinformation et certaines ne sont pas au courant qu'elles peuvent tomber enceintes lors de leur rapport. Donc, le premier, surtout. Lors de leur premier rapport. Donc, elles ne savent pas encore comment se prévenir de grossesse. Et elles arrivent dans une période où elles sont dans la sexualité sans même savoir qu'elles peuvent tomber enceintes. Donc tout ça, c'est un manque d'information. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Peut-être que les parents ne se sentent pas prêts, mais il faut qu'il y ait une tante ou une grande sœur ou quelqu'un dans la communauté qui œuvre, oui, même à l'école, intervenir auprès de ces jeunes et de les informer comme il faut. Oui, se rapprocher du planning familial. Voilà. Justement, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que la contraception, les méthodes contraceptives ont besoin d'âge? Il faut avoir un âge requis pour utiliser ces méthodes contraceptives? Ou bien c'est juste pour un âge donné? Il n'y a pas d'âge fixe pour utiliser des contraceptifs. À partir du moment qu'on a une vie sexuelle, les contraceptifs sont de rigueur. Il faut pas se leurrer, il faut pas se voiler la face et se dire que, comme disait ma collègue, la première fois, on tombera pas enceinte. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut juste se dire que je me lance dans ma vie sexuelle, il faut que je me protège. La protection passe aussi bien pour la grossesse précoce que pour les maladies sexuellement transmissibles. On est tous concernés. C'est pas encore une fois, c'est pas que la jeune fille ou que le jeune homme ou je sais pas quoi. C'est tout le monde qui est concerné par ce sujet-là en tout cas. Voilà. Quelque chose à ajouter, Mélissa? Rien. Ok. La grossesse précoce qui arrive subitement et la fille peut décider de choisir entre le partager avec sa maman. Nous sommes petit à petit en train d'entrer dans la deuxième partie de l'émission. Et qui veut ou qui veut pas le partager soit avec sa maman ou soit avec son papa. Et vous venez de bien préciser que il y a de ces grossesses qui sont cachées, mais par la suite, on le découvre. Aujourd'hui, en tant que fille, grande sœur, est-ce qu'il faut toujours faire un test avant de savoir qu'on est enceinte? Parce qu'il y a de ces filles qui disent que je ne sais pas si je suis tombée enceinte ou pas. C'est après 3 mois qu'elle le découvre. Et elle dit, bon, je ne savais pas que je suis tombée enceinte. Est-ce qu'on peut le dire?
Oui. À partir du moment qu'il y a un rapport non protégé, Il y a un il faut risque. se préparer à S'interroger. des éventualités de faire un test pour être sûr et pas laisser trop tarder, arriver à 6 mois et que ce soit trop tard. Donc mieux vaut, quand il y a un rapport non protégé, faire le test. C'est plus sûr et plus prudent pour la jeune fille. Tu as un conseil à leur donner par rapport à... Il n'y a pas de conseil à donner. Nous allons observer une pause musicale et nous allons écouter dans le Codio de Bella Bello. Dans le Codio de Bella Bello, un morceau de l'artiste de la diva togolaise. 23 35 41 44 91 24 24 65 98 60 98 62. Nous parlons des grossesses précoces avec nos 4 étudiantes en infirmerie. Mélissa Loutra, Mariam Traoré, Childa Dorville et Lévi Bambou qui sont actuellement en stage à la polyclinique de Thiévier. Et dans la première partie de l'émission, elles nous ont expliqué les grossesses précoces, elles nous ont donné les causes et les conséquences. Dans cette deuxième partie, elles vont se déshabiller, nous allons enlever nos manteaux d'infirmières et pour parler, pour échanger un peu l'aspect généraliste. Il y a un garçon qui demande, au cours du premier rapport sexuel, la fille a proposé qu'il couche avec un préservatif et lui il a dit non, qu'il veut tout juste avoir la sensation, la belle sensation de jeunesse. Et selon vous, est-ce qu'il faut juste, pour une envie ou pour assouvir son plaisir, juste aller jusqu'à mettre sa vie dans cette situation?
Childa, juste pour un plaisir, on va passer à l'évidence. Non, mais en fait, ce que le jeune homme devrait penser, c'est que le préservatif n'est pas fait seulement pour la fille, quoi. C'est aussi pour lui, pour prévenir. Bah, à moins qu'il soit prêt à être père à son âge, sinon, il faut penser au préservatif. Et il faut aussi mettre le préservatif pour les maladies sexuellement transmissibles. Il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas seulement penser au plaisir. Je peux comprendre que le plaisir soit là, hein, mais dites-vous que c'est pas pour 30 minutes. Oui. 1 minute. Oui, parfois. Il faut penser surtout à l'avenir, en fait. Il ne faut pas 9 penser mois. à l'instant présent, parce que s'il vous arrive quelque chose tout de suite, si vous arrive, je sais pas, en tant que jeune homme, si tu sais pas comment est la santé de la jeune fille, donc tu devrais surtout faire attention à ce que tu fais. Penser à l'avenir, quoi. Alors, une fois que la grossesse surgit, je vois Lévi qui est en train de sourire, une fois que la grossesse surgit, faut-il toujours opter pour cette histoire de coucher encore, puisque c'est déjà là, la grossesse elle est là. J'ai pas compris la J'ai question. pas compris la La, question. non la plus, question Victor. elle arrive. Reformuler. La question elle arrive. La grossesse elle est là. Et tu sais que souvent dans les couples il y a ces histoires, disons dans notre société, de l'homme doit coucher avec la femme, les rapports sexuels en période de grossesse. Mais les jeunes qui ne sont pas encore prêts pour être papa, l'enfant qui est de l'autre côté, la fille qui est de l'autre côté avec ses parents, le garçon aussi qui est avec ses parents et la grossesse qui survient. Comment ces rapports sexuels est-ce que les rapports sexuels au cours de cette grossesse sont encore obligatoires? Ah mais Obligatoire. c'était pas du tout obligatoire, hein, de Non, toute à façon. la base, Il n'y a hein. rien d'obligatoire. Hein. À partir du moment où il y a un rapport sexuel dès le départ, où on pense que c'est quelque chose d'obligé, il faut se poser les bonnes questions. Parce Voilà. que dans tous les cas, ça peut pas être obligatoire D'avoir un rapport d'avoir sexuel, des c'est pas rapports possible. sexuels. Et encore moins pendant la grossesse, que ce soit une femme d'âge mûr ou que ce soit une adolescente, à aucun moment il peut avoir une obligation de quoi que ce soit. Il s'agit d'un désir et d'une envie, donc et réciproque en plus, donc s'il n'y a pas cette envie ou ce désir, on ne peut pas obliger des gens à avoir des rapports. Cela étant dit, s'il y a le désir justement des deux côtés, Il n'y a pas de raison c'est un de premier pas en contraire, avoir c'est non pas plus, quoi. interdit. Les sortes découvertes. surtout. Et si- Donc, oui, Childa. Oui. donc s'il y a le désir des deux côtés, comme je disais, c'est pas interdit d'avoir des rapports sexuels avec. On est ensemble. Et c'est une Voilà, émission quoi, donc, sans tabou. Nous sommes en train de discuter entre nous. C'est pas forcément à une question d'adolescente ou de jeune qui tombe précocement enceinte. Parfois, dans certains foyers, il y a des grossesses qui viennent subitement, qui viennent précocement. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de fidélité à cette grossesse ou à son partenaire ou à sa partenaire? Je ne comprends pas non plus la question, Non, non. Victor. Ça veut dire tout simplement que quand on tombe enceinte, surtout avec ces jeunes qui font du multipartenariat La question et qui tombent enceintes, pouvons-nous parler de fidélité Après, de toute façon, nous, une au chose père, qui est, de la grossesse? en fait, on prône l'abstinence avant le mariage et la fidélité après. Donc, comme ça, c'est dit, c'est clair, c'est ça. Donc, effectivement, quand il y a entorse à cette règle, il est bien de se protéger. Et surtout si on sait qu'on a des multiples partenaires, Il vaut mieux. par sécurité pour soi et c'est sa partenaire, il est mieux de porter des préservatifs durant les actes sexuels, que ce soit enceinte ou pas. Justement, plusieurs personnes qui disent que le port du préservatif ne procure pas du plaisir. Est-ce que c'est... Il y a des Chacun ses préservatifs, il y a caoutchouc, différents préservatifs. Oui, c'est ça. Il faut investir pour Réelle prendre sensation. voilà, des préservatifs plus efficaces ou avec Et des préservatifs féminins aussi. Et c'est les préservatifs féminins, le fémidum. Le fémidum.
Mais bon, il y a de ces gens qui n'ont pas en idée d'utiliser ces fémidomes, mais est-ce qu'ils connaissent l'avantage? Est-ce qu'il y a une différence d'avantage entre le fémidome et le préservatif masculin? Enfin, pour ma part, je ne peux pas comparer parce que j'ai jamais testé le préservatif masculin. Mais j'ai envie de vous dire que... Non, mais c'est ça. Non, mais rigolez pas, c'est vrai. T'as déjà testé le préservatif masculin? Non. Sans commentaire. Donc le problème, c'est que c'est pas une histoire de sens. Enfin, c'est pas que c'est pas une histoire de sensation. C'est avant tout sa sécurité. C'est avant tout son avenir. Après, les gens qui vous disent ouais, on n'a pas les mêmes on ressent pas la sensation. Est-ce que les personnes ont déjà testé pour savoir qu'il n'y a pas la sensation? Et puis j'ai pas envie de dire, c'est pas seulement l'homme qui doit porter le préservatif. La femme, elle peut elle-même prendre l'initiative de prendre le préservatif féminin et le mettre. Surtout qu'on peut le mettre quelques heures avant les rapports. Dans cette causerie que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vouloir comprendre certaines choses. Cette fille qui tombe enceinte, et nous revenons en milieu scolaire, une adolescente qui est par exemple en classe de 6e ou qui est en seconde et qui tombe enceinte, durant toute cette vie scolaire, comment doit-elle se prendre? Pouvoir affronter le regard des autres, elle-même son cursus, et à la fin réussir son examen et réussir également son examen de futur membre. En fait, moi, pour tout dire, en général, il y a plutôt une déscolarisation de ces personnes. Les adolescentes et les jeunes filles qui tombent enceintes ne poursuivent pas leur scolarité de manière générale. Après, comme dans tous les cas, il y a des exceptions, et c'est très bien, mais quoi qu'il en soit, quand on parle d'une grande généralité, ces personnes-là sont déscolarisées. Et donc on ne pourra pas vraiment répondre à ta question plus profondément parce que... Mais quoi qu'il en soit, elles doivent garder la tête haute et puis prendre leurs responsabilités pour assumer et pour aller au mieux à terme de la grossesse et donner le meilleur à leurs enfants. Il ne faut pas qu'elles se disent oui, on est des ratés ou la vie est terminée, mais il faut qu'elles se relèvent et qu'elles soient fortes pour accueillir cet enfant et l'élever au mieux. Parce que émotionnellement parlant, l'enfant a besoin de savoir que ses parents sont là, sont forts pour lui. Donc les parents, les jeunes parents qui sont dans cette situation-là, vous avez besoin non seulement de soutien de votre famille, mais vous avez besoin d'apporter du soutien à votre enfant. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas, comme dit ma collègue, penser que vous êtes des ratés, mais réellement que vous puissiez avancer, que vous puissiez avoir peut-être, je ne sais pas, une formation afin de donner un meilleur à votre enfant. Alors, vous étant grande sœur, vous êtes à la maison, et votre petite sœur qui arrive avec un ventre bedonnant. Votre réaction, votre première réaction et comment l'accompagner tout au long de cette grossesse, Lévi? De prime abord, je vais dire la déception. Parce que déjà, arriver avec le ventre bedonnant, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas eu la communication avant que le ventre ne sorte. Donc, effectivement, bon, de la déception. Après, quoi qu'il en soit, bon, maintenant c'est là, c'est fait. Il n'y a pas machine arrière possible. Donc, dans tous les cas, ça aurait été un soutien et un accompagnement. Comme on a dit tout au long, vers les centres de planification, vers les consultations prénatales, une prise en charge optimale au point de vue santé, et puis un soutien émotionnel. Ce qui est très important, parce qu'on sait que le soutien émotionnel a un impact aussi sur le déroulement de la grossesse. Donc le simple fait de savoir que la famille est derrière, l'entourage est là, la future maman ou les futurs parents seront plus à même de mener à bien ou à terme cette grossesse. Mais est-ce que cet accompagnement est facile? Pour les parents, non, on ne dit pas que c'est facile parce que comme disait ma collègue, la déception est quand même là. Déception par rapport à l'enfant parce que les parents n'avaient pas forcément prévu ça pour l'enfant, mais déception par rapport à soi, on se dit, comme vous dites, l'enfant arrive avec un ventre bedonnant, c'est que moi j'ai pas fait ma part du travail, quoi. Et
la place de la fille même dans cet accompagnement qui ne sera pas soudé. Je parle de soudé, la fille, la grande sœur qui d'un moment ne s'intéressera pas 100% à 100% à l'accompagnement de sa petite sœur, elle aussi qui va se sentir seule. Vous ne voyez pas que cette situation peut avoir impact sur sa propre santé, la santé de la fille qui est enceinte, qui n'est pas celle-là qui n'est pas bien servie par sa communauté qui devait toutefois l'accompagner. D'abord, quand la grossesse survient, la famille qui est fâchée contre elle, et vous venez de le dire que normalement elle ne devait pas être fâchée contre elle, c'est de l'écouter, de l'accompagner, mais nous savons aussi qu'il y a des sentiments qui ne sont pas contrôlés. Alors attention Victor, on n'a pas dit que les parents ne devaient pas être fâchés, on a dit que de prime abord, il y a la déception. Je ne dis pas que la déception va apparaître aujourd'hui, va disparaître demain. Je dis juste qu'il y a la déception est là, mais il ne faut pas rester dessus. Il ne faut pas juste dire je suis déçu et j'abandonne ou je ne sais pas quoi à mon enfant. Il faut pouvoir accompagner l'enfant jusqu'au bout, jusqu'à terme de sa grossesse. Oui, et je parle de cette fille qui se retrouve dans une famille et qui n'arrive pas à surmonter cette déception, par exemple. Donc, normalement, on parle dans temps normal que la famille doit aller au-delà de la déception. Effectivement, il y a des conséquences néfastes. Cas, bien sûr, il y a des conséquences néfastes sur l'enfant, sur la mère et sur tout l'entourage. Des conséquences qui peuvent être... l'enfant même, l'adolescente même est amenée à cacher cette grossesse. Oui, donc ce sont toutes les choses qui peuvent conduire à des accidents qui peuvent aller jusqu'à la mort de l'adolescent. Et le bébé dans tout ça, le futur bébé, ça a forcément des conséquences sur le développement psychologique de l'enfant et psycho-affectif aussi, hein, du futur bébé naissant. Psycho-affectif en quel sens? Est-ce que vous pouvez me développer un peu? Eh bien, écoutez, pour ma part, développement psycho-affectif, vous savez que l'enfant va reproduire ce qu'il voit. L'enfant va reproduire les émotions, les sentiments que les parents lui montrent. Si les parents ne sont pas stables émotionnellement, l'enfant ne sera pas stable émotionnellement. C'est un effet miroir. Vous comprenez? Donc c'est ça. Nos parents sont nos premiers modèles. Exactement. Nos parents sont les premiers. Quand on sort du ventre de sa mère, les premiers yeux qu'on voit, c'est ceux de sa mère et c'est ceux de ses parents. Donc, d'ailleurs, à ce moment de sa vie, on pense même qu'on est une seule personne avec sa mère. Donc, voilà, tout est dit, je pense, en partant de ça. La grossesse est là. Que doit faire la femme enceinte? Que doit faire l'entourage? Que doit faire le monsieur pour la bonne santé affective et psycho-affective de l'enfant? On a parlé de l'entourage, c'est surtout d'être soutenu. Si on n'a pas le soutien, de son entourage, si on n'a pas le soutien du père en question, le futur père, c'est vrai que au niveau affectif, au niveau émotionnel, la future maman peut être déstabilisée. Mais il ne faut pas, comme on disait tout à l'heure, rester sur ça. C'est vrai que c'est un choc, un moment difficile à vivre. Il faut pouvoir passer au-dessus et se dire que là, c'est mon enfant, c'est notre enfant. La vie de notre enfant, ma vie personnelle qui est en jeu, l'avenir de mon enfant qui est en jeu. Donc on doit pouvoir se remettre en question et avancer. Et si on revient un peu au rôle exact du conjoint qui met enceinte, qu'est-ce qu'il doit faire, Mariam? Là, je te donne la parole, le monsieur qui met une femme enceinte, par exemple. Parce que nous savons que la famille a un grand rôle à jouer. Mais c'est lui qui a mis l'enfant enceinte. C'est lui qui a mis l'enfant enceinte et il a un rôle très important à jouer. C'est là où j'aimerais que vous puissiez appuyer, que vous puissiez donner plus d'éclaircissement. Parce qu'il y en a, déjà, quand la femme tombe enceinte, il y a ces jeunes qui fuient leurs responsabilités, on ne les voit plus. Mais ils ont un rôle à jouer. Mariam. Mariam, ensuite, Shelda.
voulez vivre. En fait, je suis d'accord avec toi, mais quelque part, je suis un peu dans le sens où, parfois, c'est deux jeunes qui eux-mêmes n'ont pas suffisamment non, mais pas forcément l'éducation, mais de connaissances, d'informations et de maturité, qui se sont peut-être lancés dans une petite expérimentation et qui a conduit à un acte sexuel et qui fait que, eh ben, ils se retrouvent tous deux un peu embêtés puisque eux-mêmes ne s'attendaient pas à ça. Donc on ne peut pas non plus dire quel est le rôle du conjoint, etc. Parce que là, on parle dans quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas approprié. Quand la grossesse est précoce, de toute façon, on entend bien, en général, c'est pas approprié. Donc on ne peut pas parler de rôle ou responsabilité, par exemple. D'obligation. D'obligation. Tout à l'heure, on a parlé de la famille, de l'entourage. Pour moi, le conjoint en question fait partie de l'entourage, Victor, fait partie également de la famille. Donc, quand tu me parles de le rôle du conjoint, on ne peut pas définir un rôle à chaque personne dans ce genre de situation. C'est chacun doit prendre la situation et avancer. Mais quand on parle de paternité, par exemple, une paternité acceptée ou refusée. Oui. J'ai posé cette question, c'est parce que quand j'entends des bruits de couloir, des filles qui tombent enceintes, peut-être que vous aurez la chance d'en croiser qui vous diront que depuis que je suis tombé enceinte, je ne vois plus le papa, il n'est plus là, il est distant, il ne nous donne pas de l'argent pour pouvoir faire les consultations et puis tout ça. C'est le pourquoi j'appelle. Je vous ai posé ces questions pour pouvoir un peu nous situer par rapport disons, à l'acte que le papa doit poser. Quand on parle d'environnement, je reviens un peu sur ma question. Quand on parle d'environnement... Je vais te couper, Victor, oui. Pour dire tout simplement que au moment de l'acte, on était deux, on n'était pas seul. Donc, quelque part, l'être qu'on a, il aura un peu de toi, un peu de moi. Donc, je pense que tu dois, au même titre que moi, t'interroger sur le devenir et sur l'avenir de l'enfant. Donc voilà, pour le moment, effectivement, l'enfant, c'est moi qui le porte, il est dans mon ventre, mais quand il sortira, il y aura quand même un peu de toi. Alors, donc, toi, en ce moment, toi qui portes cet enfant, et tu sais que tu n'as pas été seul à faire cet enfant, vous avez été deux. Oui. Tu auras besoin de quoi de la part de ton conjoint? Est-ce qu'il faut attendre seulement que le bébé voit le jour? Le soutien psychologique dont on a parlé, Victor. Ouais, tu t'en rappelles ou pas? Je me rappelle bien, mais... Psycho-affectif. C'est le soutien, c'est l'accompagnement. Là, on revient un peu à celle qui porte le bébé. Moral. Oui. C'est tout ce soutien-là dont on a besoin. Soutien affectif, économique, moral, social. Financier aussi. Oui. On a besoin de soutien, Victor. Il n'a pas peut-être les moyens. Ça va venir. Mais même s'il n'a pas les moyens d'être là, sa présence peut être très importante aussi. La présence, rien que le fait d'être là, d'accompagner la fille aux consultations prénatales, c'est très important. Il ne faut pas se dire tu n'as pas les moyens, mais il faut être présent. La présence est très importante. Après, Victor, moi, si je dois rebondir, vraiment concernant ces histoires de grossesse précoce, chaque situation est à voir au cas par cas. Chaque situation est différente. Il y a vraiment, on ne peut pas, sur les chiffres, sur les causes générales, etc., on peut vraiment parler d'une manière générale, mais après, vraiment, chaque situation est vraiment différente. Chaque situation est vraiment différente. Nous avons parlé des grossesses précoces dans la deuxième partie, et là, nous avons échangé en quelque sorte de notre rôle de frère-sœur. Nous allons vous dire merci de nous avoir écoutés. Nous allons vous dire merci également d'avoir contribué à donner une idée d'une manière ou d'une autre à quelqu'un qui est dans cette situation. Nous allons faire le tour de table et vous allez nous dire réellement votre message. Vous allez donner un message en tant que grande sœur à une sœur, une amie qui est dans cette situation en ce moment. Maria. Je tiens à dire de ne pas baisser les bras,
d'aller jusqu'au bout et que c'est un moment à passer, mais il faut accepter et aller de l'avant. Voilà. Moi, pour ma part, au-delà de tout ça, en fait, la grossesse est un choix. Ça se planifie, ça s'organise. Donc, comme dit ma collègue, quand on est sur le fait accompli, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à avancer. Lévi. Moi, si j'ai un message à faire passer, ce serait concernant les jeunes filles et éventuellement jeunes mères, qu'il faut privilégier l'éducation et la scolarité. Donc il faut pousser les études et persévérer pour amener à grandir et faire grandir la société. Mélissa. Je pense que le tour il a été fait. C'est surtout ne pas baisser les bras et penser à sa santé, à la santé de son futur bébé, quoi. Tout est dit par nos sœurs, nos amis qui nous viennent tout droit de la Fondation Léonie Chaptal à Paris en France et qui sont actuellement en stage à la Polyclinique de Thiéviers. Elles s'appellent Mélissa Loutra, Mariam Traoré, Chelda Dorville et Lévi Bambou. Elles nous ont parlé dans cette causerie, je parle des causeries, des grossesses précoces. Et nous avons ensuite échangé sur le rôle, les responsabilités, comment s'y prendre quand la grossesse arrive. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Victor Tobé a animé cette causerie avec Gaëtan Mouzou à la réalisation. Merci de l'avoir écouté. Cette émission qui sera disponible sur nos réseaux sociaux dès demain et cette émission qui vous sera diffusée ou rediffusée donc à partir de 22h dimanche. Nous serons encore à cette table vendredi prochain si tout va bien pour d'autres sujets qui seront sujets à notre causerie. Merci de nous avoir suivis, très bon week-end, mais n'oubliez pas, toujours se rendre dans des centres de santé appropriés pour accompagner votre enfant enceinte ou pour faire suivre votre grossesse. Très bonne soirée à vous tous et bon week-end.